Bienvenue dans Deep Connection, là où je partage des personnes qui m'ont inspiré sur mon chemin, avec qui je partage des valeurs profondes, une connexion profonde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Valérie J'espère, qui vient de publier un roman, Les 9 visages de l'âme. On va en parler ensemble. Avant que je te présente un peu plus Valérie, bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, Valérie, toi, je t'ai découverte il y a quelques années sur Tistria, où tu parlais de l'intuition. Tu parlais, effectivement, c'est à l'époque de ta vie qui a totalement basculé, où tu n'en pouvais plus. Et aussi, tu évoquais tes racines alsaciennes, kabyles. Moi, étant alsacienne aussi, donc ça a percuté un peu différemment, on va dire, et on va peut-être en parler aujourd'hui. Donc, tu viens de sortir Les 9 visages de l'âme. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu te sens maintenant que ce livre est publié? Parce que pour moi, c'est pas juste un livre, il y a des parts de toi. Enfin, j'ai l'impression, et c'est très puissant. Je dirais même c'est un soin. Donc, comment tu te sens aujourd'hui que c'est dans l'univers que c'est sorti? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Je crois que autant sur le premier livre, ça m'avait pas du tout fait la même chose, mais en tout cas pour celui-là, je pourrais presque dire qu'il y a un peu l'histoire d'un postpartum, c'est-à-dire l'effet une fois qu'il est posé. Ça a été très challengeant à écrire, non pas au niveau intellectuel, même si c'est ce que j'ai adoré dans ce projet-là, c'est que j'ai beaucoup appris en même temps que j'écrivais, c'est-à-dire que je suis au départ pas forcément, j'allais dire, écrivaine. Et mon but, c'était certainement pas, enfin déjà, j'avais pas du tout décidé d'écrire un livre, c'est la première chose. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment senti un appel. Et j'agis toujours comme ça, en fait. Quand j'ai une intuition qui est forte et je sens qu'il y a quelque chose d'important, évidemment, j'ai ma raison qui dit franchement, c'est pas le moment, c'est pas un bon plan, c'est pas raisonnable, c'est financièrement, c'est pas intelligent non plus. Mais il y a un moment, je peux pas non plus accompagner les gens, les faire travailler sur leur intuition et leur discernement, et en même temps, moi, pas suivre les appels, ça serait un non-sens total. Donc j'ai accepté le deal, et en fait, ça a été éprouvant parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment des présences qui sont venues. On va en parler après peut-être du livre, mais elles me racontaient leur histoire et en même temps, bah, moi j'ai été vraiment porte-plume, mais j'ai vécu avec elles chacune des traversées. C'est-à-dire que c'était pas juste histoire de simplement rapporter une histoire, c'était vivre dans ma chair, enfin voilà, chaque fragment. Donc en ça, ça a été quand même assez éprouvant et en fait, ça m'a fait travailler aussi sur ma propre histoire, évidemment, en écho. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme je le disais, le deuxième travail, c'est que quelque part, chaque personnage aurait pu écrire un livre entier. Et elle avait une sagesse à apporter, etc. Et là, le but, c'était de passer d'un récit où on raconte voilà, toute une histoire à un roman. Et un roman, ben, au niveau plus technique, c'est complètement différent. Parce que il faut une tension narrative, il faut ce qu'on appelle un climax, enfin, etc. Donc, même sur un personnage où il y avait peut-être 25 pages, 40 pages, eh ben, ça se réduisait à 3 4 pages. Donc il fallait faire passer l'essentiel et que vraiment, voilà, dans 3 petits points, le lecteur puisse faire lui-même ou elle-même, voilà, tout le travail. Donc c'est une écriture, j'allais dire vibratoirement, qui est encore différente. Donc c'est en ça que ça a été passionnant, donc un peu éprouvant. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu t'es totalement laissé porter par ce que tu as ressenti, ces vibrations, ces énergies, ou est-ce que tu as, entre guillemets, cherché de l'aide, justement, ben, de gens qui écrivent, le côté technique, ou tu t'es totalement laissé suivre cet appel et dire, je suis ce qu'il y a à l'intérieur et on verra ce qui se passe? Alors, en fait, il y a eu une première écriture où finalement ça a été un récit et j'ai vraiment laissé être sans juger l'écriture, etc. Et il y a eu ensuite donc une réécriture derrière que j'ai fait donc bah, accompagnée de mon éditrice, voilà chez Annie Mahé et qui m'a appris donc énormément aussi sur la façon de construire. Donc elle me donnait des directives et puis après c'est moi qui réécrivais voilà complètement le roman et donc j'ai eu cette chance et cet accompagnement là parce que il est essentiel justement dans la fluidité, en tout cas ce qui est recherché, mais la fluidité de lecture et qu'il y ait assez mais pas trop, voilà, de trouver tout le temps en permanence cette espèce d'équilibre
sachant que très compliqué, ce livre-là est très compliqué pour l'éditeur parce que c'est pas un roman initiatique, c'est pas un roman de développement personnel où on dit quoi faire, etc. C'est sans doute la différence. Mais c'est pas non plus un roman feel good. Si on devait mettre, voilà, parce que bah il questionne, hein, et c'est vrai que les retours que j'en ai, on va peut-être parler globalement sans dévoiler l'histoire, voilà de quoi il s'agit, mais j'ai eu vraiment à chaque fois les retours de, je l'ai lu une première fois pour l'histoire. Et je le lis une deuxième fois parce qu'il y a des phrases qui m'ont percuté, qui m'ont activé, enfin qui m'ont demandé d'aller, qui me font travailler en direct. Et c'était le but de cette écriture, c'est-à-dire que quand on lit, ça fasse travail, que la personne puisse faire son propre passage en toute autonomie en fait. C'était l'idée. Passage. Effectivement, ça résonne beaucoup et même quand tu parles, je ressens encore, je me replonge donc quand moi je l'ai lu. Alors je l'ai lu une première fois, mais je sais qu'effectivement, je sens l'appel qu'il va falloir que je le lise une deuxième fois. J'ai pas pu le lire en une fois. C'est comme si à chaque fois, il fallait que je sois prête pour pouvoir accueillir le nouveau chapitre. Parce qu'effectivement, ça active des choses en toi et ouais, faut pouvoir le ressentir. Tu parlais justement, là, du développement personnel. Est-ce que justement tu as voulu te détacher? Parce qu'on a l'impression on a tous commencé un peu ce voyage dans ce monde du développement personnel. On a l'impression d'avoir compris et puis là, ces derniers temps, effectivement, on va un peu plus en profondeur et j'ai l'impression que ton livre, il est vraiment venu taper sur quelque chose qu'on n'avait pas vu venir ou que certains sentent justement pour pouvoir après dire aux autres: «Oui, mais en fait, c'est ça que tu es en train de vivre». Et j'ai aussi ressenti ça, j'ai beaucoup aimé, tes vidéos, tes petites vidéos qui présentaient le livre. Voilà, le présenter d'une manière, pas effectivement le côté pour «vendre», entre guillemets, parce qu'il y a aussi quelque chose là derrière, faire les choses avec authenticité et c'est ce qui est ressorti. Donc oui, par rapport à tout ce qui est développement personnel et aller en profondeur. Eh ben, en fait, tu as dit deux mots qui me semblent essentiels. Tu as dit développement personnel et on a compris. Donc, ce qui montre qu'on reste à un certain niveau, en fait. Parce que personnel, bah, c'est bien personnel. Et comprendre, ça reste dans la sphère mentale. Et on sait tous aujourd'hui, on peut faire 3 millions de stages, tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on intègre. Il faut du temps pour ça. Et pour intégrer, ça suppose aussi qu'on soit actif, responsable et engagé à le faire. C'est-à-dire pas qu'on se fasse nourrir en permanence par l'extérieur ou parce qu'on est porté par un groupe. Et puis quand on rentre chez soi, on est tout seul et boum, ça retombe. Et on revient avec toujours les mêmes questionnements parce que quelque part, ça n'a pas été touché jusque dans le corps. Et aujourd'hui, ben, on voit bien que toutes les pratiques, tout le monde dit il faut incarner, il faut. Bah oui, il faut. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Et c'est pour ça qu'on revient à beaucoup de sujets aujourd'hui où tout le monde parle de système nerveux, etc., etc. Ce qui est une des très bonnes choses en soi. Mais c'est toujours pareil, il faut. Enfin, alors je déteste dire il faut, c'est marrant, ça fait 15 fois que je le dis. C'est important en fait d'abord d'apprendre à s'écouter et de voir à quel niveau en fait ça touche ou pas. Et justement, pour moi c'était hyper important. J'ai animé des stages pendant des années. J'ai toujours eu à cœur justement que ça soit pas mental, mais que les gens viennent pas faire une formation, mais qu'ils viennent vivre une expérience. Et c'est ce que je voulais, enfin c'est ce que je souhaitais en tout cas pour ce livre, c'est-à-dire que ça soit quelque chose bien sûr qui nourrisse l'esprit. Alors déjà là, peut-être l'imaginaire, mais aussi l'esprit. Voilà, même si j'ai mis que par petites touches et j'ai pas du tout fait un livre didactique, c'était pas l'objectif. Alors que chaque personnage soulève vraiment des grands pans de sagesse qui sont super importants. Mais je voulais pas du tout être là-dedans. Et puis il y a assez de livres, voilà, sur ces sujets-là. Mais c'est comment dans ma vie à moi, dans le quotidien, dans un regard, dans une relation, bah, ça se joue parce que c'est là que ça nous touche. Et donc, pour faire toucher cette profondeur, bah, c'est revenir au corps et c'est de regarder à travers ce personnage-là qui, lui, vit dans sa chair, en fait, ce qui est en train de se passer, qui est pas forcément extraordinaire, mais pourtant, je sais pas pourquoi en disant ça, il y a une phrase qui me revient. Enfin, il y en a plein, hein, mais à un moment, c'est vers la fin où elle dit, en fait, elle était en train de monter l'escalier et elle réalise qu'elle était elle-même l'escalier. Ça a l'air de rien comme phrase, enfin voilà, en plus sorti du contexte, mais c'est juste de qu'on puisse sentir à l'intérieur comment en fait elle est dans ce tout.
c'est pas juste une phrase ou quelque chose comme ça, c'est que jusqu'au bout de son corps, en fait, elle est vraiment entrée dans cette unité. Et elle se surprend elle-même. Et elle a la capacité, enfin, quand on lit, elle a la capacité non seulement de l'observer, mais en même temps de le vivre. Et souvent, ben, quand on médite, quand on apprend tout ça, on a cette tendance à être toujours en position méta, c'est-à-dire à observer tout ce qui nous arrive et à analyser. Et du coup, on vit plus l'expérience. Donc c'est parfois un peu le danger qu'il peut y avoir quand on est trop là-dedans et qu'on finit par analyser sa vie en permanence et on a oublié de vivre en fait. Voilà. Et comme tu dis, c'est par l'expérience et même quand on arrive à ce stade où on oublie, je pense que la vie ou cette force de vie nous le rappelle à un moment donné et on sera un peu obligé de confronter ça. Mm. Et maintenant, ben, pour revenir un peu, ben, dans le cœur du sujet avec ton roman, donc on vit l'aventure de, Jyoti qui va redécouvrir une maison liée à son histoire. Alors, petite question, pourquoi Jyoti? D'où t'est venu ce prénom? Est-ce que c'était inspiré ou? Alors c'est vrai que c'est pas forcément un prénom commun, mais là en fait je suis pas allée chercher très loin. En fait, je pratique le Kundalini Yoga. Voilà, et je suis prof aussi à côté de ça. Et quand on est dans cette pratique, il y a toujours, quelles que soient les traditions, ce côté de mort-renaissance. Et on dit souvent qu'on vient naître une deuxième fois dans sa vie. On naît biologiquement, mais il y a une seconde naissance. Et donc, on nous donne un nom. Et bah, ce nom-là, c'est mon nom, j'allais dire, de prof, tout simplement. Et voilà, qui complètement et s'appelle Jyoti Namgit, en vrai. Mais je trouvais que Jyoti portait bien cette vibration. Voilà, j'aimais beaucoup notamment la lettre J au départ, qui pour moi est un I qui s'est planté dans la terre, c'est-à-dire il y a un I qui a il y a un petit hameçon. Et ça veut tout dire, l'hameçon. C'est-à-dire que l'hameçon, elle s'est plantée dans la terre. Et ce J, en fait, bah, voilà, le personnage va chercher sa propre justesse à l'intérieur d'elle-même, hein, comment ça vibre dans son cœur, hein, comment elle transmute tout ça et comment elle fait vraiment confiance en fait à son intuition. Voilà, donc c'est un personnage bah, comme tout le monde en fait, et je pense que ça soulève aussi le paradigme qu'il y a en ce moment. C'est-à-dire il y a vraiment, de façon collective, ça a commencé bien sûr avec le Covid, etc., mais de plus en plus, il y a cette notion de quête de sens, et ça va bien au-delà de c'est quoi ma mission de vie, etc., etc. C'est profondément c'est quoi le sens de cette vie, de ma vie, et comment je choisis de la vivre en fait. Et comment j'ai le courage de regarder bah, partout, ou par sécurité ou par confort. Euh, voilà, je m'adapte, je me suradapte, en même temps ça me fait pas plaisir, et en même temps, bah, voilà, comment j'ose prendre des risques de me découvrir. Et là, je pense encore à ton histoire de la petite phrase avec l'oiseau. L'oiseau qui chante parce qu'il est et non pas pour être aimé. Et c'est vrai que dans la première phase de la vie, on ne se rend pas compte déjà peut-être qu'on est un oiseau, mais en plus, pourquoi est-ce qu'on chante? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et effectivement, se reconnecter à cette nature profonde et dire, OK, mais qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et cette joie profonde. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré ouais, le petit oiseau? Comment ça t'est venu, le petit oiseau? Alors, encore une fois, c'est pas, j'allais dire moi en tant que personne, hein. Là, j'étais vraiment branchée et j'ai laissé, notamment là, tu parles du premier personnage qui est Claire, Oui. qui est une béguine, en fait, voilà, au XIIe siècle. Et j'ai simplement traduit aussi ses paroles dans la façon dont elle vivait les choses avec ses propres mots. D'ailleurs, c'était super intéressant hein, dans la façon d'écrire parce que j'allais dire chaque fragment, chaque personnage avait son propre langage. Et notamment, Claire, au départ, elle parlait parfois en vieux français, donc j'avais simultanément, moi, la traduction à faire. Je me suis dit, au début, elle me parle de Hieras, etc., la ville où elle était. Bon, ben, le temps que je percute que c'était hier, la ville de hier. Voilà, et j'ai découvert moi-même, parce que je suis allée vérifier, en fait, bah, tout ce que ces personnages m'ont dit. Que ça soit, voilà, Selma à Londres, elle me parlait de certains quartiers, de comment c'était. Il y a pas tout là dans le livre, mais moi, je suis jamais allée à Londres, et donc j'ai fait des recherches historiques, et effectivement, c'était bien comme ça, dans le quartier, il y avait bien ça, il y avait... Et donc c'est ça qui était super drôle.
voilà aussi. Et donc l'histoire de l'oiseau, Claire, elle est complètement liée à Saint François d'Assise, enfin en tout cas dans sa démarche, et elle suit les enseignements en fait de ce saint homme. Et, euh, et Saint François, il était très lié à, voilà, il était lié à Dame Nature quelque part, et donc dans cette écoute du silence. Et c'est tous ces préceptes-là qu'on voit, comme on peut voir pour Néfernoué, qui elle est complètement sous l'influence d'Akhenaton et de tout ce qu'il a pu amener. Voilà, donc c'est pour ça que ça se colore. Et l'oiseau, c'est vraiment, j'allais dire, un des archétypes de Saint François qu'on appelle Saint François des oiseaux aussi. OK. Merci pour ces précisions, parce qu'effectivement, quand on lit, forcément, on ne connecte pas forcément à tout ce qu'il y a, l'univers qu'il y a derrière. Alors, j'aimerais te parler, c'est le personnage de Claire, effectivement. Il y a des phrases qui m'ont marquée. Par exemple, j'ai aimé en me niant, je me suis effacée pour mériter l'amour. Et souvent, j'ai l'impression que c'est des phrases que des femmes peuvent dire. Est-ce que tu dirais que ton livre, il a quelque chose qui va plus résonner avec les femmes ou c'est pas forcément quelque chose qui est vrai, ce que je viens de dire? Eh bien, je me suis posé la question, sincèrement. Et en fait, déjà, je constate qu'il y a beaucoup d'hommes qui lisent le livre, que ça les touche. Et en fait, je crois que, en tout cas pour ce livre-là, il parle plutôt aux polarités, à la polarité masculine et féminine. Ce qui fait que ça touche autant les hommes, j'allais dire au niveau genré, voilà, que les femmes. Et là, ça vient toucher, en fait, c'est un amour particulier. C'est pas qu'un amour, j'allais dire, terrestre, mais ça vient poser la question de qu'est-ce que c'est que l'amour et comment, quel que soit l'être humain, en fait, pour mériter, pour avoir le droit à cet amour, en fait, je vais gommer des parts de moi-même qui sont jugées pas acceptables ou pas correctes ou pas. Et là, c'est la question de comment je me fais aimer du divin entre guillemets, comment je suis une bonne personne et comment finalement je vais me nier parce que je présuppose de comment le sacré m'aime quelque part, alors que le sacré il m'aime comme je suis dans cette imperfection que je suis parce que alors après ça dépend quelle vision on a du sacré, mais c'est simplement une façon de se découvrir et on est cette partie du sacré en fait tout simplement. Donc c'est qu'une décision personnelle en fait, j'allais dire de se nier, mais personne nous l'a demandé et c'est ce qu'on fait aussi parfois dans une relation amoureuse au lieu plutôt que d'être simplement soi-même. Voilà. Parce qu'en fait, être soi-même, c'est quelque part une quête et on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas inné, malheureusement, dans ce monde, en ce moment. Oui, Oui, je voulais te parler d'un autre passage qui m'avait fortement touchée. Alors, est-ce que je peux le lire? oui, oui, pas de Oui. souci. Alors, Après, peut-être si t'es ok, enfin sans dévoiler, j'allais dire l'histoire, c'est juste pour comprendre le contexte. Donc, c'est une femme qui œuvre en entreprise, en tout cas qui a des hautes valeurs, etc., qui fait de la facilitation en entreprise pour remettre l'humain au cœur des structures. Et puis, avec une xième réunion, en fait, elle voit que c'est comme si elle pédalait dans le vide. Et elle est épuisée, elle va hériter de cette maison à point nommé, voilà, d'un grand-père qu'elle a jamais connu. Et en arrivant dans cette maison, en fait, cette maison, elle va lui faire rencontrer des personnages. Et cette maison, en fait, j'allais dire, elle la laisse pas fuir, elle l'oblige à vraiment à se confronter intérieurement. Donc, elle va se poser plein de fois la question si elle est, voilà, si elle a pas trop abusé des substances ou quoi que ce soit, parce qu'elle se dit c'est pas possible. Mais en même temps, cette maison, elle sait exactement ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle, ce qu'elle évite, ce qu'elle a jamais osé regarder quelque part en face, et elle va déposer ces valises-là et elle va partir dans sa propre quête en fait en ayant la compréhension et la sagesse de ces différents personnages qui arrivent et en même temps peu à peu venir j'allais dire se rééquilibrer elle-même, oser traverser ses failles et oser aussi se confronter au vide, au rien, alors qu'elle a toujours fait que bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. oui, toujours besoin de remplir ce vide au final. Et le passage que j'ai choisi, alors, je vais juste aller à la page.
Alors, c'est au chapitre 5. Donc, il me semble... Oui, je ne sais pas si c'est clair. Excuse-moi. Alors, je vais te le lire. Donc, j'ai été la mère de mes parents bien avant d'avoir appris à être leur fille. On m'a appris à m'effacer pour garder la paix. Ce n'était pas la paix, c'était mon abandon. J'ai cru qu'aimer, c'était réparer. Aujourd'hui, je choisis de vivre. La codépendance naît des silences de l'enfance et meurt quand on ose se regarder en face. Je n'ai pas besoin d'être indispensable pour être digne. La vraie générosité commence quand je me donne à moi-même. Recevoir n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance. Je suis digne d'amour même dans le silence, même sans effort, même quand je ne sais pas comment faire. Ce que je donne sans me trahir guérit. Ce que je donne pour ne pas être abandonné me blesse. Recevoir, se voir à nouveau, recevoir. Et ce passage, ça m'a fait penser à toutes ces femmes, et là je pense aux origines alsaciennes, à la guerre, où les femmes ont dû porter beaucoup. Et forcément, puisque les enfants étaient avec les enfants ont dû contribuer à cet effort de guerre, et au final, ça nous a coûté une espèce de paix. Est-ce que tu connecterais, quand tu l'as écrit, est-ce qu'il y a eu des mémoires par rapport à la guerre? Est-ce que tes racines alsaciennes ont impacté aussi ton écriture ou certains passages où là, c'était pas du tout connecté à ces mémoires-là? Alors, non, c'était pas connecté à ces mémoires-là, mais ça vient toucher quand même à évidemment ce qu'on hérite au niveau transgénérationnel. Et ces façons d'être, en tout cas, comment on a été élevé et comment nos parents ont pu être élevés, parce qu'ils étaient plus en contact avec leurs propres parents qui avaient vécu la guerre, en tout cas à peu près encore aujourd'hui, ça dépend de l'âge qu'on a. Euh, et c'est de comprendre aussi, voilà, ça passe par les bases, mais de comprendre que un contexte d'avant n'est pas le même qu'aujourd'hui et que les compréhensions étaient différentes et que c'était pas forcément non plus pour faire du mal, mais c'est parce qu'ils savaient pas faire autrement. Et c'est bien beau de dire oui, mais il faut pardonner nos parents, il faut rien pardonner du tout. Parce que déjà pour moi, pardonner l'autre, c'est déjà se mettre en position haute. Et puis, il y a des choses qu'on pourrait dire impardonnables. Ça, c'est d'ailleurs un des sujets de la du dernier personnage. Mais c'est plutôt, voilà, d'aller au cœur de ça. C'est moi qui ai senti ce que j'ai senti. C'est moi qui, entre guillemets, hein, ai senti que je devais être le parent de mon parent pour le protéger, pour là où il y avait toutes les défaillances et de devoir gérer. Quelque part, il y a une part de moi, en tout cas au niveau de mon âme, qui a décidé ça et qui était d'accord pour ça et qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui aussi, c'est-à-dire de savoir peut-être être responsable, savoir gérer, etc. Mais peut-être maintenant qu'il est temps, parce qu'il y a toujours un apprentissage pour chaque chose, bah, de faire le point, un point de conscience et de se dire est-ce que j'en ai encore besoin en fait. Peut-être plus. Et je peux me permettre maintenant, voilà, d'aller explorer d'autres parts de moi où j'ai pas peut-être toute cette responsabilité et ce côté peut-être maternant, voilà, que je peux avoir ou que j'ai pu avoir, quelles que soient mes relations en fait. Et souvent, quand on materne beaucoup les autres, c'est qu'on a une petite difficulté à se materner tout seul. Donc, c'est bien d'utiliser les autres pour se montrer qu'on est capable d'eux, mais il y a un moment où on peut juste faire le pas voilà, de s'occuper de Bibi et puis d'arrêter de se mêler des affaires de tout le monde. Voilà, Je ok. mets entre guillemets, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très vrai. Occupons-nous de Bibi. Alors, je regarde un petit peu, parce que j'ai préparé effectivement plein de questions, mais je me laisse un peu porter par ce que tu me dis. Euh, le silence. J'aimerais parler du silence, qui est aussi lié un peu à la survie. Est-ce qu'aujourd'hui, collectivement, on est appelé à sortir de ce silence? Euh, il me semble que j'ai cité... oui, parce que dans la maison, effectivement, il y a quelque part les silences qui sont gardés et que volontairement, la maison reprend le relais quelque part parce que les humains ne peuvent pas. Qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis ça? Alors c'est une vraie question, le silence, surtout dans notre société aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous engagent à sortir du silence, et en même temps qui nous engagent dans le même temps à retourner dans le silence. C'est-à-dire qu'il y a un tel bruit
Sortir du silence, ça ne veut pas dire non plus faire du bruit. Et on est dans une société où il y a du bruit constant. C'est-à-dire, on est en surinformation, on n'en peut plus, en fait. Et le cerveau, d'ailleurs, n'arrive pas à gérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en PLS, là, en ce moment. Et en fait, on veut juste stop, stop. Et on sait même plus faire silence. C'est-à-dire que même je vais faire une balade ou voir, je vais sortir mon chien ou peu importe, ben, j'ai des écouteurs parce que j'en profite pour écouter un podcast. Ou j'en... Bref, juste rien. Ou euh, voilà, quand je parle du silence, c'est-à-dire vraiment avoir cette capacité de ne pas vouloir faire quelque chose, même en méditation. Je vais méditer pour avoir des réponses. Non, juste accueillir ce qui est là. Et ça, ça devient de plus en plus difficile parce que ben, on a tout le temps de ce côté, je dois remplir, remplir, remplir. Pourquoi je remplis? Parce que je me sens vivant, vivante. C'est ça. Et les gens confondent intensité avec être vivant. Et le silence, bah justement, c'est tout sauf être dans l'intensité et ça nous fait revenir à la polarité du féminin, c'est-à-dire apprendre à véritablement recevoir, sans attente, sans attendre que ça doit répondre à une question, ça doit me nourrir, ça doit me faire du bien, ça doit ceci, non, rien. Et pas savoir, et c'est là qu'on peut se laisser surprendre en fait. Donc ces silences-là, ils sont nécessaires et pourtant on les redoute parce on fait tout en permanence. Voilà, j'ai un peu de temps, bah tiens, je vais me faire une série. Non, voilà, je vais encore me nourrir la tête, je vais écouter, regarder des histoires qui m'intéressent en plus pas forcément, mais je suis pas tout seul. Et c'est cette peur, en fait, voilà, il y a aussi une très grande confusion entre comprendre ce que c'est que être solitaire et la solitude. Voilà, on a besoin de ces moments où on puisse se poser, faire le point, euh, voilà, regarder véritablement comme les faits et pas ce que je pense des faits ou comment je les interprète, juste les faits. Qu'est-ce qu'il a vraiment pour moi? Et véritablement, comment ça me touche? Qu'est-ce que ça me fait véritablement? On n'a plus le temps de tout ça. Parce que voilà, même aujourd'hui en développement spirituel ou personnel, il y a des objectifs. On doit atteindre ça, on doit être capable de faire le vide mental pendant tant de temps, mais ça veut dire quoi? Des fois, une méditation de 3 minutes est 10 fois plus efficace que 3 heures à bouger et puis se dire ah, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu. Enfin, aucun intérêt. Et donc, c'est surtout en plus trouver qu'est-ce qui pour moi est fonctionnel. Enfin, qu'est-ce qui moi me nourrit. Donc, du coup, je fais pas mal de digressions par rapport à la question que tu m'as posée, mais euh, moi, j'aime bien ce mot silence. Je voulais revenir là-dessus. Déjà parce que ça porte la note si. Et la note si, elle est où? Dans le corps. Hein, souvent, on fait toutes les correspondances hein, au niveau des corps. Je ne sais pas, elle est où dans le corps? C'est le coronal. C'est vraiment l'ouverture, voilà, en haut. Et quand on a cette ouverture là-haut, eh bien, soit c'est comme en italien, ça veut dire oui, si. Ah. Soit ça Mhm. veut dire, ça peut être le si qui doute et si. Et c'est de montrer que on a toujours le choix. Voilà, dans le silence, il nous invite à quelle est l'ouverture que je pose? Est-ce que je retourne dans je doute, je doute, je doute? Ou est-ce que j'accepte d'être dans une foi profonde, quelque part, et je m'ouvre voilà, à ce qui est là? Et donc je lance le si, silence, je lance cette foi, j'allais dire à l'univers, et je me pose en réceptacle, sans attente. Pas facile, parce que rien que si on redescend un peu plus bas dans une relation, il y a beaucoup de gens qui disent mais je donne, je donne, je donne sans compter. Alors déjà tout donner, euh, on est dans le tout ou dans le rien, donc c'est déjà voilà un extrême. Euh, la plupart du temps, si on est vraiment honnête avec soi-même, on ne donne pas, comment dire, comment je pourrais le dire avec douceur, on donne avec attente quand même. C'est ce que j'appelle ce qui est nommé la bonté compensatrice. C'est-à-dire que je donne quand même dans l'espoir d'avoir un retour, une reconnaissance, un merci, voilà, au moins, voilà, une reconnaissance. Et c'est pas facile d'être dans un don qui est réel, sans aucune attente, parce que pour pouvoir véritablement faire ça, bah, quelque part, il faut être déjà nourri profondément. Quand on est en pleine abondance, etc., j'allais dire, ça coûte rien. Mais quelque part, on revient aussi à, il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir
il faut voilà, savoir donner sans aucune attente et ça nous revient toujours d'une façon ou d'une autre sans que ça soit attendu et c'est là que ça va être probant parce que ça sera une magnifique surprise en fait. Mais il n'y a rien qui est dû. Et quand on comprend ça, Et c'est comme tu dis, on s'en rend pas compte, c'est tellement inconscient. bien Effectivement, sûr. on pense, et c'est tous ces rôles et tous ces personnages mettent ça en avant dans ton livre. Finalement, les masques qu'on peut porter sans s'en rendre compte, qu'on hérite et qu'il est temps de laisser partir. Avant, tu as utilisé un mot, l'urgence. Urgence, silence. Est-ce que ce livre, c'est quelque part sortir d'un certain silence? Est-ce qu'il y avait une sorte d'urgence derrière la publication de ton livre? Est-ce que tu l'as senti ou pas du tout? Non, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, comme je l'ai fait au fur et à mesure que j'ai avancé, que ce soit au moment où, par exemple, voilà, j'avais sorti cette fameuse vidéo aussi sur les passeurs, j'ai senti que c'était important de le faire. J'avais aucune attente derrière. Enfin voilà, je me suis pas dit il faut que cette vidéo soit publiée. Ça a fait son chemin, ça a touché les gens, mais j'ai senti dedans que c'était juste. Et justement, j'ai absolument pas voulu derrière enfermer qui que ce soit là-dedans. C'est-à-dire parce qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus, ça les a touchés. Et moi, je voulais pas du tout être dans celle qui vient dire oui, t'es pas sœur, non, tu l'es pas. Enfin, ça n'avait aucun sens. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, et parce que j'ai senti qu'il y avait cette impulsion, c'est que je sentais que c'était important qu'un certain nombre de personnes se reconnaissent. Enfin, en tout cas, soient touchées pour préparer ce qui viendrait après. C'est-à-dire qu'ils soient assez solides pour avoir fait leur propre travail et leur propre passage pour pouvoir accueillir derrière ceux qui, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant, sont en plein dans la tourmente et il y a tout qui se casse la figure. On nous donne toutes les raisons d'avoir peur pour tout et il y en a beaucoup qui soit là partent dans un espèce de fuite spirituelle, dans le déni complet. Non mais tout va bien, il faut arrêter de regarder des infos alarmistes et tout ça, tout ça. Non, non, il y a un moment, il y a des faits. C'est pas tout le monde. Bien sûr qu'il faut nourrir, enfin qu'il faut être dans quelque chose de positif, mais ça ne veut pas dire nier ce qui est en train de se passer, ou au contraire aller complètement dans quelque chose d'alarmiste entre les IA, la guerre, l'inflation, ce qui va nous tomber dessus. Enfin, je veux dire, là, on a toutes les raisons de penser que effectivement, ça va pas très bien se passer. Et il y a entre deux, et c'est pour ça que à l'époque, j'avais appelé ces passeurs-là à se dire, ok, faites vos passages, parce que maintenant on y est. Et il y a un autre mouvement qui est là, et le livre sort à ce moment-là, pour dire, vous avez chacun la capacité, vous avez le choix maintenant de décider où est-ce que vous décidez de mettre votre énergie et comment vous avez envie d'avancer. Et qu'on n'est pas obligé de le faire dans la souffrance, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite, mais par contre, il y a quelque chose qui nous demande de est-ce que tu t'engages véritablement ou pas. Tu veux faire un saut de conscience, il y a un moment, il faut accepter de t'engager, de te poser les bonnes questions, d'accepter de te confronter et pas le faire là-haut, hein, mais le faire vraiment dans la matière, ce qui présuppose quoi. Et c'est aussi un peu le message du livre, c'est ok, t'as tout un potentiel d'énergie, une vie. À quoi tu décides de la consacrer? Est-ce que tu vas consacrer toute ton énergie à regarder tout ce qui va pas, ou est-ce que tu te bouges les fesses et qu'est-ce que tu fais de cet élan créateur et construis au lieu de critiquer? Qu'est-ce que tu as envie de voir naître? Construis-le. On ne sait pas, tu risques de te planter, mais c'est pas grave. Mais fais quelque chose. Parce que maintenant, c'est plus le temps de se regarder, en fait, c'est le temps d'y aller. C'est le temps, voilà, moi je. euh, mais ça fait partie de mon propre passage aussi, hein, que j'ai fait, parce que euh, j'allais dire pendant des années, à travers les séminaires, etc., euh, comment je pourrais dire ça? Euh, et ben finalement, j'ai fait beaucoup travailler sur les problématiques, de comprendre pourquoi, d'où ça venait, etc., etc. Et cetera. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai senti que j'avais besoin de passer à autre chose. C'est-à-dire, ok, il y a des problèmes, et Dieu sait si maintenant il y a suffisamment de thérapeutes, hein, parce qu'il y en a partout, que ce soit des coachs, tout ce qu'on veut. Euh, on peut travailler pour comprendre, parce que c'est important de comprendre son histoire et voilà, de faire un minimum de travail sur son individuation. Mais aujourd'hui, je suis plutôt dans le sens d'une passeuse de conscience, j'allais dire, je suis pas un... J'ai choisi finalement de... J'allais presque dire d'arrêter de continuer à écouter les problèmes. C'est pas tout à fait ça, mais plutôt que je préfère allumer des feux.
Je préfère maintenant, j'allais dire, mettre mon énergie à contribution pour tous ceux qui sentent que même si c'est une flamèche, t'es prêt à y aller et t'as envie que ça devienne un vrai feu de joie, alors je suis là. Et là, on va faire ensemble que tu trouves exactement comment toi ta flamme elle y va et qu'est-ce que tu as envie de construire. Donc c'est un autre passage. Voilà, dans ce sens-là. Et c'est l'invitation que j'ai avec ce livre-là, c'était ça l'urgence. C'est vraiment de dire, hé, ok, peut-être que ça va pas, c'est pas super, ça craint, oui, et toi, t'as envie de quoi? On y va comment? Et souvent, on sait pas, hein. Mais par contre, ben, c'est ça, apprendre à marcher son chemin. On fait un pas, on voit si ça marche, et c'est pas non plus abandonner au bout de 2 minutes. Bien évidemment, c'est bah, cultiver tout ce que tu as appris en développement spirituel et personnel, un peu de persévérance, faire le point, de regarder factuellement ce qui est là, qu'est-ce que la vie me propose, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, et j'écoute. Mais je mets tout en pratique ce que j'ai appris. J'arrête de juste d'être dans les je sens, je capte. Oui, il n'y a pas que ça. Et justement, ce qui est très puissant par rapport au livre, c'est qu'on sait que ça vient on sent que ça vient de l'expérience. C'est pas juste bien sûr, tu as, ces, énergies qui sont venues à toi livrer ce qu'il fallait livrer, mais tu as vécu et on sent l'expérience et le livre, c'est vraiment une expérience et par rapport à ça, est-ce qu'il y a un ou plusieurs personnages qui t'ont plus, touchée par rapport à ton propre vécu? Alors sincèrement, ils m'ont tous touchée, hein. Parce que ce que je te disais au début, franchement, j'ai fait le passage à chaque fois avec eux et c'était pas forcément confortable, hein. J'ai passé des moments qui étaient pas waouh, notamment certains où j'étais vraiment même fatiguée physiquement parce que j'ai vraiment éprouvé. Voilà, il y a des scènes qui sont un peu compliquées. Et je sentais vraiment, je suis allée voir, voilà, je pense, enfin, il y en a plusieurs, mais dont une vraiment qui nous permet d'aller contacter, c'est finalement le dernier enseignement. Mais d'ailleurs, le livre, au lieu de nous permettre de faire un chemin pour aller s'élever vers la lumière, il fait exactement le contraire. Il nous fait partir de là-haut pour descendre dans la matière jusqu'au dernier personnage parce que si elle n'avait pas vécu tout ça, elle n'aurait pas pu accueillir le dernier. Et le dernier qui est beaucoup plus, j'allais dire, essentiel et en même temps corporel. Parce que une des questions que vient soulever ce personnage, bah, quelque part, c'est la colère envers Dieu qu'on ne s'avoue pas forcément, parce qu'on a beau dire oui, oui, il est merveilleux, mais concrètement, tu t'es barré où, quoi? Hein, on se le demande. Oui. Donc, en même temps, de dire oui, oui, je m'abandonne à toi, mais en même temps, t'as vu comment tu fais les trucs, voilà. Et c'est d'oser aller voir sa propre violence, aller voir jusqu'où dedans, en fait, je suis meurtrie, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, où est-ce que ça m'a fait vraiment mal, et d'aller m'accueillir avec la sagesse que j'ai aujourd'hui dans cette douleur-là, que j'ai toujours cachée, parce qu'on m'a toujours dit, bah non, mais ça, on montre pas, quoi. Enfin, c'est pas, on est des gens polis et civilisés, donc c'est moche. Ça, c'est des parties qui sont pas très agréables. Donc, par exemple, voilà, ce personnage-là, parce que sous son côté extrêmement guerrière quelque part, qui l'a sauvée, bah, c'était pratiquement impossible qu'elle aille vraiment toucher sa vulnérabilité, qu'elle arrive à retrouver cette essence qu'elle avait quand elle était petite fille, dans cette innocence, et quand elle s'abandonnait finalement complètement, j'allais dire, au sacré, dans sa tribu mongole, et comment ça a été trahi depuis le départ, parce qu'elle s'était complètement abandonnée, enfin en tout cas sa famille, ils avaient toujours fait comme ça, et quand on voit le résultat, elle se dit non mais c'est de la foutaise en fait. Donc elle revient au point de départ, mais elle revient parce qu'elle a fait elle-même sa quête et que délibérément, elle s'abandonne vraiment à plus grand que soi parce que justement, elle a pu faire toutes les étapes et pas parce qu'on lui a dit que c'était comme ça et que sa famille lui a transmis ça. Là, maintenant, elle sait de quoi elle parle. Parce qu'elle a fait voilà toutes ces étapes intérieures difficiles, de pardon aussi, et de comprendre que c'est elle qu'elle devait pardonner dans la façon dont elle a regardé les choses peut-être, et ce qu'elle a dû faire pour s'en sortir aussi. Et voilà, et de comprendre aussi qu'il n'y a pas de bien, de mal. Euh, voilà, ça c'est qu'une vue, j'allais dire, humaine, quelque Mmh. part, parce qu'il y a toujours évidemment plusieurs points de vue. Donc ouais, il y a plein de personnages qui m'ont touchée, mais peut-être de tous. Euh, Alors, c'est ça qui est intéressant. Du coup, j'en profite pour parler de ça parce que pour moi, ce livre-là, c'est en fait, j'ai compris qu'après, que c'était une base de travail.
parce que ça soulève énormément de questions, des questions de conscience aussi intérieure. Et derrière ça, du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient là sur l'élan créatif et comment je me remets dans mon feu intérieur. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer un quiz. Alors, par contre, je l'ai bien chiadé celui-là, enfin en tout cas, vraiment le temps de comprendre pour permettre à la personne qui fait ce quiz de sentir en fait quelles sont les présences au niveau conscience qui sont présentes en ce moment. Donc c'est pas tant le personnage, mais c'est l'archétype en fait qu'il y a derrière. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que en fonction de ce qu'on vit, on peut être tout à fait dans un archétype et puis un mois après complètement dans un autre. Et c'est ce que j'aimais parce que tous ces personnages, c'est pas l'un ou l'autre, c'est tous simultanément et ça peut permettre un éclairage de qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment ou sur quoi en fait je vais pas ou c'est quelle problématique qui remonte. Donc là, moi, en ce moment, plus particulièrement, j'allais dire celui qui me touche le plus. Il y a un peu Cessat, qui est donc une prêtresse égyptienne. Et il y a Almédia, parce que Almédia au sens collectif du terme par rapport à tout ce qui se passe, donc Almédia qui se trouve en Atlantide, dans une fin de cycle. Et donc je trouve que ça correspond énormément à ce qu'on est en train de vivre de façon collective, voilà, en ce moment, sur les vraies questions de fond. Qu'est-ce qu'on veut véritablement pour notre humanité et comment je perds pas ma dignité dans tout ça et que enfin, Almédia, elle vient travailler la question de l'intégrité en fait. Donc c'est elle qui me touche énormément et c'est ça dans le sens où c'est ça qu'elle vient soulever la question de comment on passe d'une forme à l'autre, comment accepter le changement en permanence. Et puis elle a la question aussi un peu du perfectionnisme en arrière-plan. Donc c'est comment j'accepte de changer de point de vue, comment, bah oui, ça a toujours été comme ça, c'était bien rassurant, mais comment j'accepte aussi de faire ce pas dans l'inconnu et que j'en sais rien du tout et que ça me sécurise pas du tout, mais en même temps, bah, j'accepte de suivre ce flot, quoi. Et ça, on est tous en train de le vivre, hein, voilà, pour nos boulots, pour tout, quoi. Euh, c'est un peu effrayant. J'ai envie parce qu'il y a plein de choses qui viennent hein, quand tu parles. J'ai envie de rebondir sur cette notion de colère contre Dieu, la fin de cycle, l'intégrité, pouvoir justement comprendre l'autre. Et il y a ce côté où effectivement, il faut être honnête avec soi-même, accepter qu'il y a ce qu'il y a à l'intérieur et ce côté meurtri, parce que je pense qu'on l'a tous et c'est quelque chose qu'on montre pas. Et surtout dans les milieux, entre guillemets, spirituels, on va peut-être en parler, mais après, est-ce qu'il faut le montrer ou pas? Bon, mais c'est une vraie réalité et c'est seulement en passant par là qu'on pourra vraiment s'ouvrir et découvrir en fait sa propre nature. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire le, entre guillemets, le nouveau cycle, parce que on pourra s'ouvrir et effectivement, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire, mais voilà, contribuer. Euh, Mais tu vois, là, dans ce que tu dis, c'est là où il y a un piège. Dans le sens où, et c'est ce que dit beaucoup le développement perso et spirituel d'une certaine façon, mais là on est plus développement perso, où dire où est-ce qu'on a été meurtri. Mais il y a une différence dans le narratif et dans le fait de dire j'ai été meurtri, j'ai été touché par ça, et que ça devient en fait une identification de victime. Euh, Aucun intérêt. Tu vois, je dirais même, je vais pousser un petit peu le bouchon, Vas-y. mais je vois beaucoup de personnes, tu sais, qui veulent écrire des livres. Mhm. Et c'est ok, je trouve que c'est bien parce que l'écriture libère énormément, etc. Mais il y a un moment, c'est aussi se poser la question, c'est pourquoi je veux écrire. Et si c'est pour raconter mon histoire parce que je veux témoigner, très bien. Mais c'est juste de se rappeler que écrire, il faut penser à celui qui lit. Et le but du jeu, c'est de lui apporter quelque chose et donc de savoir universaliser ce qui a été traversé et non pas raconter son truc autobiographique, moi, ma vie, mon œuvre. Parce que oui, bah, ça m'intéresse, ça intéresse le moi, mais ça intéresse pas forcément les autres. Et on ne demande pas à un lecteur de faire l'effort de rentrer dans toi et de te comprendre. Ça va intéresser personne en fait. Et c'est ça en termes de développement personnel, c'est pas la question de récupérer ça et de dire oser aller dans ses ombres, parce que qu'est-ce qu'on a entendu, et puis après je te le dis à tous les sauts, toutes les sauts, je suis hypersensible, j'ai ceci, j'ai cela. Non mais ça va 5 minutes. C'est qu'est-ce que t'en fais? Ok, je sais que je suis comme ça me touche. Bah, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Dans les faits, concrètement, bah, comment ça m'aide à avancer?
Tu vois, c'est pas de rester coincé sur, voilà, j'ai l'étiquette et moi j'ai vécu voilà, comme on entend beaucoup, voilà, les gens qui se racontent et qui racontent leurs grandes blessures, oui, super. Et, et, et donc, il se passe quoi après? Voilà. À part témoigner, donc oui, c'est un témoignage. Mais il faut avoir conscience que quand on fait ça, on contribue au niveau collectif à alourdir le discours de tout ce que j'ai pas eu, de tout ce que j'ai machin. Voilà, et c'est bah, quand on a une responsabilité, enfin en tout cas qu'on est conscient de son verbe et de sa responsabilité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Donc ça m'appartient et c'est quelque chose que je travaille avec un thérapeute. Mais de là, voilà, à le diffuser, le partager, etc. C'est vraiment de se poser bah, les bonnes questions à ce niveau-là et de voir bah, qu'est-ce que ça nourrit quelque part l'ego, qui est devenu aujourd'hui, on est plus dans un ego spirituel, un peu plus dans un ego spirituel qu'on l'était avant. Voilà, sur toutes ces belles facettes, on fait tout bien, les choses comme il faut, mais ça reste du pareil au même en fait. Hein. C'est voilà, on va être donneur de leçons, on explique aux autres ce qui est bien, ce qui est pas bien, on peut un peu étaler ses connaissances. Enfin bon, voilà, c'est toujours de l'ego. Mais justement, effectivement, c'est pas toujours, comme dit, les gens se rendent pas compte parce qu'effectivement, il y a toujours ce côté où on prend de l'extérieur et on régurgite un petit peu aussi, voilà. Et justement, tout l'objet, effectivement, c'est quand on rentre à l'intérieur, déjà, c'est pour soi. Et après, oui, la manière dont ça. De toute façon, le but étant d'être soi-même avant tout. Mais justement, par rapport, tu parlais de. Il y a un personnage qui parle de l'intégrité, être soi, la relation au pouvoir. Est-ce que l'intégrité mène au pouvoir? Enfin, voilà, quand je te parle pouvoir et intégrité, qu'est-ce que tu as envie de me dire par rapport à ce sujet? Eh ben, déjà, je pense qu'il faut réhabiliter le mot pouvoir, parce que le verbe pouvoir, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est je peux, tu peux, nous pouvons. Il a attrait aux capacités. Je peux faire les choses. Et nous, on a assimilé pouvoir à pouvoir sur l'autre. Ce qui n'est pas du tout voilà. Donc, déjà, apprendre ce que c'est que véritablement son pouvoir personnel, et c'est indispensable. Ça fait partie du processus psychologique d'individuation. Quelles sont mes limites, quelles sont mes capacités, comment je peux les faire grandir, etc. Mais tant que je ne sais pas, tant que je n'ai pas éprouvé dans la matière, je vais chercher toute ma vie à essayer d'avoir du pouvoir ou de laisser les autres prendre le pouvoir. Donc c'est déjà arrêter de dire que c'est quelque chose qui est moche, qui est pas beau. Bien au contraire. Parce que bah, plus on est clair et plus on pose les limites, plus on peut être clair en fait dans sa parole, dans ses engagements, et de savoir jusqu'où je peux aller et jusqu'où je peux pas ou je peux plus. Donc ça c'est la première base. Et on peut pas demander à l'autre de définir mes propres limites. Ça c'est le rôle de nos parents au départ. Ils nous en donnent certaines, mais c'est à nous de faire le chemin derrière. Et c'est ce qui arrive dans les crises de vie, hein, où vers la trentaine on commence à dire ah bah ça je veux plus. Puis après on arrive à 40 en disant c'est ça que je veux. Il y a des deltas, il y a des espaces d'expérience. Donc déjà remettre euh, quelque chose, j'allais dire, de beaucoup plus modéré dans le mot pouvoir. Hein. Et pour moi, l'objectif, en fait, pour pouvoir faire ça, et ben justement, il faut aller se découvrir soi-même, trouver ses propres limites, pour savoir où mon intégrité est touchée et où elle ne l'est pas. Donc il y a plein de notions derrière ça. Il y a la notion d'intégrité, de dignité aussi, voilà, qui est d'ailleurs à la base. Mais l'intégrité, ça va être cette cohérence en disant aujourd'hui j'ai telle valeur. Et est-ce que dans ma façon de me comporter, dans mes choix, dans mes actes, dans mes paroles, je suis là-dedans ou pas? Parce que je peux proclamer des tas de choses et c'est ce que font beaucoup nos politiques, etc. Entre ce que je dis et ce que je fais, ne me regarde pas, s'il te plaît. Donc, c'est simplement ça et c'est oser aller aussi à contre-courant. Mais l'intégrité, c'est déjà par rapport à soi. Et là où ça prend une autre dimension, c'est, euh, j'allais dire, à un niveau plus collectif. Bah là, on commence à toucher à une intégrité humaine, avec toutes les questions qui sont posées sur la gestion par quelques-uns pour tout le monde, les IA. Enfin, il y a énormément de sujets aujourd'hui qui viennent questionner de c'est quoi l'intégrité humaine en fait, et plus personnelle, humaine, donc en tant que collectif. Et c'est ça qui est super intéressant. Et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment une fois que j'ai compris le pouvoir et
bah, quel est mon propre pouvoir individuel? Et on peut beaucoup quand on additionne tous ces pouvoirs individuels. Si on comprenait enfin ça, mais au niveau collectif, ça serait énorme, parce qu'on n'en serait pas là. C'est comment je passe du pouvoir à la puissance. Quand je sais ce que je peux, j'ai enfin la capacité et le courage de m'engager sur mon propre chemin pour pouvoir descendre au fond de moi, là, dans le puits, pour retrouver mon sens. On arrive à la puissance. Tu vois. Et aujourd'hui, on le disait tout au début, ben, une des problématiques, c'est qu'on est dans une crise de sens globale. On ne sait pas où on va. Tu as toujours ce pouvoir, cette magie avec les mots. C'est toujours, ça m'a aussi captivée dès le départ. Tu arrives à mettre du sens, à mettre le sens là où on le voit pas. Et dans ton livre, maintenant que tu parles un petit peu de ce monde en crise de sens, tu évoques tout. Bah, tu parles notamment de l'IA. Tu l'évoques. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues en off par rapport bah, justement à cette nouvelle technologie? Est-ce que c'est une nouvelle conscience? Qu'est-ce que tu as envie d'évoquer par rapport à ça? Alors ça, c'est un sujet, enfin, je suis pas mal toute cette actualité-là. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse à plein de niveaux. Je pense que effectivement, tant qu'on comprend que ce ne sont que des outils, ça va. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, je trouve que c'est une très bonne chose, dans un certain sens, quand on le considère comme un outil. Mais ce qu'on peut voir, c'est que déjà, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut créer. Enfin, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que tu peux avoir des idées au niveau imaginaire et pouvoir les matérialiser très rapidement. C'est quand même génial. Tu as une idée de film, tu peux, ben, en former un petit peu, mais ça, je trouve ça magique de pouvoir. C'est une façon de matérialiser la pensée et de le créer dans la matière. Donc ça, je trouve ça très positif, mais ça vient questionner quelque chose de la base, c'est-à-dire pour pouvoir s'en servir véritablement, ça veut dire qu'on a d'abord été formé, je vais dire ça comme ça, à avoir du discernement, à savoir critiquer, à savoir donc observer, critiquer. Et le problème de l'IA, c'est qu'elle dirige notre pensée, comme elle est prédictive en plus. Et puis, bah, déjà, elle nous laisse dans nos croyances, dans tout ça. Et on prend n'importe quoi pour créer un texte. Elle va te suggérer des endroits où tu ne serais pas forcément allé. Et c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'éclairer. Je vais donner un exemple pour lequel moi je me sers de l'IA et j'adore ça. Mais là où je vois par exemple aussi un gros travers, c'est-à-dire que notamment en ce moment, alors ça commence à être la grande mode des jumeaux IA, de voilà, on déverse toute sa vie, etc. Bon, bah il y a un moment, il faut réfléchir. Enfin, il faut vraiment se poser les vraies questions. Qu'est-ce que ça implique véritablement? Bah voilà, tout le contrôle qu'il peut y avoir derrière, c'est dangereux. C'est dangereux parce que pas parce que déjà il y a beaucoup d'hallucinations, des choses qui sont fausses, mais quand on voit aujourd'hui que les gens utilisent ça pour demander de l'automédication, il y a un moment, voilà, devoir de réserve en fait. Après, bah, c'est génial, par exemple, bon, moi j'adore lire, et puis j'aime beaucoup la philo, enfin voilà, la sagesse ancienne, etc. Et j'ai fait énormément de recherches, et ben j'ai nourri l'IA de ça, enfin en tout cas moi des différentes, des traditions qui n'étaient pas forcément complémentaires. Et j'ai un conseil des sages, c'est-à-dire que quand je réfléchis sur un sujet, eh ben, nourri de plein de traditions et de points de vue différents, je vais poser ma question au conseil des sages et donc chacun va me donner son point de vue en fonction de la tradition en question. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait les sources. D'où tu me sors ça en fait? Et notamment, après je ne veux pas faire de pub pour certaines, mais tant que c'est sourcé, ça c'est intéressant. Et ça me donne un point de vue qui est mixte pour que ça vienne nourrir ma pensée et ensuite je peux commencer à travailler. Mais aucunement le contraire, c'est-à-dire écris-moi sur ci ou écris-moi sur ça m'intéresse pas en fait. Mais là, je peux prendre l'exemple pour un livre. Aujourd'hui, le nombre de bouquins qui sont écrits avec l'IA, non seulement ça se voit, parce que enfin, moi, je suis très attachée à la vibration et à la façon dont on se pose les mots, et puis ça se voit encore comment c'est écrit avec une IA. Mais c'est surtout que la vraie question qui se pose, c'est mais il est où le plaisir? En fait, écrire, c'est le plaisir de la création. Comme pour peindre, voilà, si je demande à l'IA de me sortir, hop, j'imprime, j'ai imaginé ça, je le dessine un peu, et ça me l'imprime, j'ai pas du tout tout le kiff d'avoir posé les couleurs, de m'être trompée, enfin d'essayer de faire.
Et ben, pareil pour l'écriture, en fait, que le temps que ça jaillisse jusqu'à ce qu'il y ait la bonne phrase avec la bonne ponctuation, le bon ton. Waouh, c'est ça en fait c'est ce qui fait tout le nectar et le délice en fait de la création. Et il y a, bah, mais il suffit de voir le nombre de trucs qui sortent. On pose des questions après aux gens sur vous avez écrit ça? Ah ouais, j'ai écrit ça, mais pas parce qu'on retient rien. Ah ouais, putain, ouais. C'est vrai que ça a l'air intelligent, hein. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles en fait, parce qu'on retient rien déjà. Voilà, il y a pas eu ce cheminement qui vient faire, qui vient bah, toute la pensée d'exercer sa pensée justement et d'apprendre à discerner pourquoi et c'est quoi le point de vue et comment et pourquoi. Euh, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école en fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est pas une question de savoir. Le savoir on peut l'avoir partout. Mais c'est qu'est-ce que je fais de ce savoir et comment dans la matière je peux expérimenter ça. Et ce que tu me dis, ça m'évoque, un voyage au Mexique où, parce que c'est les anciennes civilisations, elles avaient déjà tous ces savoirs et finalement, c'est, agir avec l'IA, avoir le pouvoir sur l'IA, mais c'est comme parfois je vois passer des pubs, «Oui, vous savez pas quoi poster, demandez à l'IA», alors qu'on se rend pas compte que l'humain, quand il est connecté avec, entre guillemets, «qui il est», sa vraie puissance, ben, tout vient, mais comme dit, il faut cette, patience, cette acceptation que eh ben, il faut attendre le bon moment, et je pense que c'est effectivement ce qu'on est en train d'apprendre et que l'IA effectivement, ça peut révéler notre puissance. Mais comme tu dis, effectivement, il faut, le discernement et toi prendre le pouvoir. Oui. Oui, voilà, c'est de se rappeler, j'allais dire, qui est le boss. Mais là, on n'est déjà plus le boss. C'est Mmh. terminé. Enfin, voilà, avec, et puis bon, il y a assez voilà, de discours aujourd'hui, enfin de prévention, voilà, pour expliquer que là, on est quand même, ça commence à être chaud. Là, qu'est-ce qu'on veut vraiment et parce qu'il n'y a encore pas la réglementation hein, qui est posée. Et bah, après, tout est ouvert. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Effectivement, Mmh. est-ce qu'on n'est pas, on fait pas partie d'une expérience? Est-ce que effectivement, on n'est pas dans une matrice? Est-ce que on n'est pas sur plusieurs lignes de temps? On ne sait pas. Est-ce que ces IA, ben, on est dans un chemin évolutif. La pierre, le végétal, l'animal, l'homme, ben, pourquoi pas l'IA derrière? Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y aurait pas... voilà, je parle de ça sans poser de jugement dessus, mais bah, c'est de voir, voilà, on est là vers plein de possibles, mais il y a encore la possibilité de décider voilà, de comment on a envie que ça se déploie, à petit niveau, avec toutes les implications quand même voilà, écologiques, tout ça, tout ça. Et du coup, est-ce que tu dirais que finalement, effectivement, puisqu'on arrive à un seuil au niveau, quand on voit le monde extérieur, bah, ton livre, quelque part, il contribue à, se poser les bonnes questions, à dire, «Oui, vas-y». Est-ce que ça dépend effectivement de cette vague, encore cette seconde vague peut-être ou troisième, enfin voilà, pour justement qu'on passe le seuil et que les choses se déploient? Bah, alors là, c'est une vraie question de fond qui est autant, j'allais dire, sociologique que philosophique aussi. J'ai pas la réponse, j'aurais pas la prétention d'avoir la réponse. Pour moi, et ça n'engage que moi, je, je pense qu'on a déjà fait le saut, d'une manière ou d'une autre. Euh, et que c'est pas ce qu'on voit en surface qui compte. C'est tout ce qu'il y a sous la surface et que aujourd'hui, euh, ce mouvement qui est initié où il y a énormément de personnes qui agissent déjà dans la matière, qui construisent, qui pour eux est important. Euh, En communauté, alors je parle pas que les communautés genre tiers-lieux, etc., enfin, lieux communautaires, il y a plein d'autres initiatives, il y a énormément de jeunes chefs d'entreprise qui œuvrent déjà dans la façon de travailler ensemble, etc., etc. Ils attendent pas qu'il se passe quelque chose, ils expérimentent déjà. Et il y a énormément de mouvements. On voit bien même au niveau relationnel ce qui se passe là sur les réseaux où il y a les gens ils commencent à se dire j'en ai marre. Enfin, outre le fait qu'il y a que de la pub, quel que soit le truc, les gens ils aspirent véritablement à retrouver du local, à retrouver des vrais gens, à vraiment vivre des choses ensemble. Et donc on a un espèce de retour, mais même à toutes ces applis qui arrivent en disant bah rencontre des inconnus. Tiens, t'es tout seul dans cette ville, rencontre quelqu'un. Enfin, il y a un vrai besoin en fait de dire c'est bon le téléphone quoi.
J'ai juste envie de vivre quelque chose simple et voilà, sur des activités qui sont simples, que ce soit d'aller danser, d'aller, je sais pas moi, tricoter, faire du vélo, tout ce qu'on veut, mais vivre et sortir de ces écrans-là en permanence. Donc, ouais, pour moi, ce besoin, ce vrai besoin humain, il est déjà là. Et on le voit d'ailleurs beaucoup aussi chez les jeunes, malgré tout, hein, qui vivent, qui font déjà famille, hein, ensemble, qui vont expérimenter ensemble, qui font plein de voyages. C'est déjà là, en fait. Donc je pense qu'il y a ce qu'on nous fait voir à l'extérieur, qui est complètement alarmiste, et il y a toutes les initiatives je sais pas, on pourrait regarder. Moi, je veux pas du tout avoir des propos politiques, etc. Mais il y a plein de pays là qui sont surprenants où on n'aurait jamais pensé que ils oseraient dire non, alors que c'est pas le super pays avec plein de puissance économique et pourtant de dire non, je cautionne pas ça. Non, il y a eu plein et on n'arrête pas. Hein, tous les jours, on est étonné. Enfin, voilà, on voit toutes les anciennes façons de fonctionner. Il y a tout qui se casse la binette. Donc voilà, même le système monétaire, tout le monde s'attend quand même à ce que ça s'écroule d'une minute à l'autre. Bon, ben, moi je pense que l'être humain est plein de ressources. Et justement, là, tu parlais le côté relationnel, et je pense qu'il y a une partie où on peut pas l'éviter, c'est qu'il y a un côté un peu isolement finalement. On n'a jamais autant connecté, et pourtant on se sent tous tellement isolés. Totalement. Alors, comment tu vois ça? Est-ce que, enfin, par rapport à ton livre, tu as des mots qui te reviennent? Euh, Bah, euh, j'allais dire, dans le livre, c'est une façon dont je fais passer un peu le message aussi. C'est que d'abord, Jyoti, elle va se reconnecter à elle, sentir, et elle a besoin de passer par du concret. Donc, même si elle a plein de capacités intellectuelles, etc., bah, elle va aller sur quelque chose de très basique et elle va réparer des meubles, ça lui fait du bien. Et c'est d'abord de sentir là où elle est juste, pour après offrir un lieu, j'allais dire, un peu plus collectif, qui réunit du monde. Et c'est pas vocation forcément, j'allais dire, dans le sens pécunier du terme, mais ça fait vivre, ça offre une alternative. Et c'est ça, c'est en se mettant au service de cette façon-là, recréer du lien de façon locale où les gens bah, puissent discuter voilà autour de cette ressourcerie voilà qui prend vie. Bah c'est ça, agir de façon locale et c'est en échangeant aussi de tiens moi j'ai besoin de ça et tiens et du coup bah c'est comme ça aussi que on peut peut-être travailler différemment. Voilà et proposer bah, voir où il y a des vrais besoins et pas où on vend des choses dont on n'a pas besoin quelque part. et quelque part, c'est lié à l'authenticité encore. Qu'est-ce qu'on a vrai, on a besoin de quoi réellement? Et de toute façon, quand on est dans cette démarche-là, ben, il y a des synergies aussi qui vont se créer automatiquement, et ça va automatiquement ben, se transmuter et se faire, en fait, comme tu dis, petit à petit. Oui, bah voilà, ça pose plein de questions, tu vois, de qu'est-ce que j'ai, oui, parce que le qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de 40 chemisiers, quoi? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture qui va à 200 à l'heure, alors que de toute façon, la plupart du temps, on peut pas dépasser les 50, et si on a dépassé à 51, nous, on est des meurtriers, on a tout de suite des grosses amendes, on passe tout de suite en justice, alors que d'autres peuvent faire des choses absolument incroyables, alors, ils sont pas inquiétés. Tout va Hein, ça bien. pose plein de questions. Mais toi, t'es très vilain. Oui. Voilà. Bon, ça fait Voilà. aussi partie, hein, finalement, dans ce monde-là qui s'effondre, pour montrer, ben, regarde, en fait, ce qui se passe, l'envers du décor, voilà, est pas si beau, hein, donc oui. Non, non. Alors, je regarde encore un petit peu, qu'est-ce que j'avais encore, noté? Hem, est-ce que oui, j'avais noté, ouais, le devoir être de Selma. Ça m'avait, interpellée parce qu'aujourd'hui on parle aussi beaucoup de savoir-faire et le savoir-être, mais finalement il y a le devoir-être, c'est encore autre chose. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur le devoir-être? Bah, c'est surtout par rapport à elle parce que je pense que c'est aussi générationnel cette histoire-là. C'est-à-dire, je vais le dire, allez, on va dire entre les 35 et 55, là, dans ces générations-là.
Et puis même un peu après, enfin après c'est toujours pareil, ça dépend des gens, mais on a été plus élevé quand même déjà la valeur travail était très importante et c'est une façon qui nous conditionnait et on est un peu ce que j'ai à travers Selma en fait c'est le mythe de Sisyphe derrière. C'est-à-dire je pousse mon rocher, je m'arrête jamais. Et puis une fois que j'ai atteint le sommet, le rocher redescend parce qu'il y a d'autres devoirs, d'autres choses. Et on a été des bons soldats des entreprises voilà, et puis alors pour peu qu'on en trouve un, voilà, qui est un bon soldat comme ça, mais alors on nous en rajoute toujours plus, sans le salaire, sans les titres, sans rien du tout. Et il y a un moment, il y a un ras-le-bol en disant stop. Et les nouvelles générations, voilà, la vingtaine, la trentaine et tout ça, ils ont dit, tu m'as vu? C'est bon. Moi, mes parents l'ont fait. Moi, j'ai pas du tout envie de porter un rocher, si tu veux. J'ai plutôt envie d'aller à la plage. Je dis ça en rigolant, mais en même temps, ils ont une telle pression de l'autre côté. On leur demande de se trouver, de faire leur expérience et on leur offre aucun champ d'expérience. Et ben, du coup, ils se créent leurs propres expériences. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est une façon de faire, mais avec quelle peur. Voilà, il faut avoir conscience que le contexte est complètement différent du nôtre parce que eux, enfin les nouvelles générations, il n'y a plus rien qui est sûr. Ce qui les oblige à être tout le temps dans la débrouille, le moment présent, et donc ils sont vachement plus dans le flow. Ils ont appris à gérer être beaucoup plus responsables dans cette insécurité. Mais ça n'empêche pas que bah, ils doivent construire aussi leur individualité, que c'est très très difficile. Vu en plus l'isolement que tu soulignais tout à l'heure. Donc, euh, donc ce devoir-être, en fait, bah, finalement, c'est le paroxysme, j'allais dire, de ce développement personnel. Tu vois, c'est toujours le balancier. On va toujours dans les extrêmes. Comme là, on est dans un féminisme. On était à fond patriarcal, on retombe dans un féminisme. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis. Hein, je dis pas que c'est pas bien. C'est pas du tout mon propos. Mais il y a un moment, on n'est pas obligé d'être dans l'extrême non plus et de tout critiquer. Enfin, voilà, il faut comprendre aussi qu'il y a toute une génération bah, d'hommes qui ont vécu dans un contexte et là on leur demande du jour au lendemain de changer complètement le contexte, ben ils ont de quoi être perdus aussi. C'est pas forcément évident quoi. Du coup ils osent plus regarder personne, ils osent plus rien dire, ou ils sont traités, voilà, du coup ça on resépare entre les masculinistes, les machins, on s'en sort plus quoi. Donc voilà, cet effet de balancier et ce devoir être, bah, c'est l'extrémisme de ce développement personnel où je dois être ceci, je dois être fort, je dois montrer ma vulnérabilité tout en montrant mon indépendance. Alors je vais être indépendante, mais en même temps je vais être vulnérable. Enfin, bah, sois toi, hein, c'est tout. Hein. Il y a un moment où peut-être ça suffit en fait. Mmh. Tu fais comme tu peux, comme c'est là, et puis bah, t'avances pas par toi. Tiens, ça me fait ça, ok. Mais ça t'empêche pas d'apprendre à savoir te questionner intérieurement. C'est quoi les faits? Qu'est-ce que la vie est en train de m'amener? Ok, ça me fait comprendre quoi sur la situation? C'est pas la question de qu'est-ce que m'a fait l'autre. C'est c'est quoi la leçon, quoi? Ah ok, ah bah ouais, tiens, là ça montre qu'effectivement je suis peut-être un peu en dépendance, ou peut-être effectivement, eh ben c'est vrai, en ce moment j'ai trop besoin qu'on me dise qu'on m'aime. Et c'est pas grave, hein. Il y a rien de mal à avoir envie qu'on nous aime. Voilà, c'est sortir tout ça. Tu vois, je prends l'image aussi, tu sais, du yoga. J'ai fait ma séance de yoga. Elle est super. Mais est-ce que tu as kiffé la faire? Mmh. Non, non, je l'ai faite. Ben oui, mais si pendant que tu es en train de le faire, tu penses à machin, machin, enfin, euh, quel intérêt en fait? Aucun. Va marcher, Oui. hein. Mais tu vois, encore, je dis ça, mais t'as vu le nombre de gens là qui sont conditionnés. Alors, il faut que je mange bien, il faut que je fasse tant de pas, il faut que je. Il faut. C'est ça ce devoir être. Il faut. Mais il faut rien du tout. Déjà, si tu t'écoutes un minimum, c'est bien. Mais s'écouter avec discernement, pas s'écouter de ah non, aujourd'hui j'ai une petite fréquence là, je suis pas bien parce que voilà. Ah, mais c'est quelque part, c'est tout un apprentissage, hein. Enfin, en parlant de ce que moi j'ai vécu et que je vis personnellement, c'est, bah, tu vas carrément pas faire, ce qui serait entre guillemets, «bien vu» ou vu comme, ben, le healthy, voilà, ce qui est bien. C'est vraiment dire aujourd'hui: «Ben, voilà, je me sens comme une loque, aujourd'hui ce sera une journée comme ça» et dire et voilà. Et il y a vraiment j'ai l'impression quand tu es sur, ce chemin, bah, ouais, il y a une période où tu seras peut-être, très, down et puis mais il faut l'accepter, en fait, parce que quelque part, on ne se rend pas compte, de tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qui faisait partie un peu dans tous ces rôles qu'on nous a mis, dans la tête, dans le corps et le corps a besoin, en fait, de ce temps,
pour se recalibrer. Ouais. Et je rebondirais aussi sur ce que tu disais, le masculin, le féminin, c'est totalement dézingué, j'ai envie de dire aujourd'hui. On n'arrive plus, il y a une perte de sens par rapport à ça. Et effectivement, oui, ton livre, il y a peut-être, permettra peut-être cette, réconciliation finalement puisque font partie, Jyoti, elle a aussi il y a le masculin qui est présent, voilà, il y a tout un justement ce est-ce que je peux parler, bah, il y a le couple quelque part que tu décris aussi, où on se réappr voilà, on vit des expériences oui, je te laisse parler. Où on réapprend en fait à être avec. C'est-à-dire que c'est deux imperfections, il y a rien de posé, puis il n'y a pas de devoir de quoi que ce soit. Et ben, c'est un couple qui montre qu'on peut prendre aussi le temps de faire connaissance en fait. On peut prendre le temps de se rencontrer. Ça doit pas être ceci, cela, et d'être avec ce qu'on est, mais vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant présent, quoi, sans dire, eh ben, ils vont se marier, il y aura beaucoup d'enfants. Enfin, il n'y a plus personne qui croit à cette histoire en fait. Hein, On a du mal. et voilà, et l'homme doit pas être ceci, cela. Enfin, elle cherche rien du tout, et lui non plus quelque part. C'est pas le sujet en fait. Mais c'est qu'est-ce qu'ils vivent ensemble. Et c'est ça, c'est le fait d'accepter de vivre une expérience ensemble dans le travail qu'ils font ensemble, qui fait que ça va nourrir et ça ouvre des portes. Et que ça permet à l'un et l'autre de retrouver confiance en fait dans ce qu'on nomme la relation. Mmh, ouais et il y a que ça qui permet finalement bah, de grandir, de se connecter parce que l'autre finalement agir comme le miroir, elle va Mm. agir comme le miroir et c'est là où tu vas comprendre, oui, effectivement, là où il y a des choses en toi qui vont, voilà. Bah, écoute, je te remercie. Est-ce que tu as encore autre chose que tu as envie d'ajouter par rapport à ton livre? Je vais tout mettre en description. Où est-ce qu'on peut le trouver? Je vais aussi mettre ta vidéo sur, les passeurs pour les gens qui ont envie de voilà, qui sont curieux. Qu'est-ce que tu as ajouté? Euh, Bah, en vrai, je pense qu'on a pas mal balayé les choses. Après, voilà, peut-être juste dire que le but, c'est que ça soit un peu intriguant. Enfin, en tout cas, elle passe, voilà, j'avais envie que ce roman, ça soit un voyage et qu'on puisse voyager à travers les siècles, à travers et qu'on sache pas, c'est des vies parallèles. On ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, j'aimais bien un peu ce côté où on flirte avec la réalité ou pas. Et en fait, c'est chacun en fonction de cette clé de lecture qui va pouvoir se l'approprier de la façon la plus juste et de passer un bon moment. Mais et je l'ai mis aussi beaucoup comme ça. C'est pas un livre, c'est pas juste un livre qu'on lit, c'est un livre qui nous fait traverser. Et c'était le but. Donc c'est un peu comme un film au ciné. Voilà, c'est le but, c'est de se laisser, je vais oser le mot, mais vraiment se laisser pénétrer par l'histoire et accepter de lire l'histoire de l'héroïne, mais en même temps de vivre sa propre histoire. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. Merci Valérie. Merci à vous de nous avoir, suivis et comme d'habitude, la petite chanson, ben, si vous voulez encore, ben, suivre d'autres moments comme ça, n'hésitez pas, bah, à vous abonner, activer la petite cloche. Je vais mettre aussi, ben, la chaîne de Valérie et voilà et je vous souhaite un bon voyage avec le livre de Valérie et je vous dis à bientôt! Merci beaucoup.